Le niveau de connexion commence à diminuer, donc on va débuter l'activité. Donc, premièrement, j'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous. Donc, je vous remercie de vous être inscrits à notre activité webinaire Harcèlement psychologique et climat de travail, qui est en fond une activité qui est proposée dans le cadre des activités pratiques RH, qui est en réalité une initiative propulsée par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Marika Allépéré. Je suis chef capital humain à la Fédération. Et donc, je regardais là, justement parmi la liste des personnes inscrites et participants qu'il y avait des gens vraiment d'un peu partout à travers le Québec. Donc, j'aimerais en profiter pour saluer justement les membres de la Fédération ainsi que toutes les chambres de commerce et membres, bien sûr, de ces chambres qui sont aujourd'hui présents avec nous. Donc, avant de débuter, j'aimerais déjà vous informer que l'activité webinaire de ce midi va être rediffusée sur la plateforme et les réseaux sociaux de Pratique RH, ainsi que sur la page YouTube de la FCCQ. Donc, on vous fera parvenir là, évidemment un lien par courriel dès que disponible, soit dans les 24-48 heures prochaines par courriel. J'aimerais aussi ajouter que, avant qu'on débute l'activité, qu'il y a une période de questions qui est prévue à la fin de l'activité webinaire, soit à la fin de la présentation. Et donc, on vous invite évidemment à nous adresser vos questionnements, vos questions dans la section Q&A, ainsi que vos commentaires là, dans le chat du Zoom tout au long de l'activité. Donc, c'est les icônes disponibles en bas de votre écran. Et donc, pour la prochaine heure, ce qu'on vous propose, c'est de vous installer confortablement derrière votre écran et de venir découvrir, grâce à notre conférencière invitée de ce midi, quelles sont les clés du succès pour créer, maintenir et surtout rétablir un climat de travail sain et respectueux au sein de vos équipes. Donc, avant de débuter, évidemment, je vais vous présenter rapidement notre conférencière invitée d'aujourd'hui, qui est Madame Tania Roussel, qui est en réalité directrice des enquêtes en administration publique au protecteur du citoyen. Et donc, je vais regarder un petit peu attentivement sa biographie pour bien vous la présenter. Donc, Madame Roussel est titulaire d'une maîtrise en criminologie et d'un baccalauréat en travail social. Elle a toujours eu une préoccupation toute spéciale pour la justice sociale, ce qui a orienté notamment ses choix professionnels. Et donc, au cours des 20 dernières années, Madame Roussel a occupé différents postes de gestion au sein de l'administration publique. Elle a notamment œuvré pendant 15 ans au sein du ministère de la Défense nationale à titre de responsable des dossiers santé, mieux-être et climat de travail. Elle a joint en 2014 la ville de Montréal et a occupé un poste de chef de division respect de la personne. Madame Roussel a aussi œuvré dans différents corps policiers à titre de consultante auprès, en fait, de différents corps policiers. Et elle a reçu en 2012 la médaille du Jubilé de la Reine pour l'excellence de son service au sein de la fonction publique fédérale. Alors, sur cette présentation de notre conférencière invitée de ce midi, je vais maintenant lui laisser la parole et évidemment vous souhaiter à tous une bonne activité webinaire. Madame Roussel, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup, Marika. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler effectivement de climat de travail. On est dans un mode virtuel, donc on espère que tout aille bien. Si jamais vous entendez des drôles de bruit, bien évidemment, des fois, on reçoit toutes sortes de petits messages, donc ne vous inquiétez pas. J'ai essayé de mettre le tout à mute, mais bon, ça se peut que j'en ai oublié. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, évidemment, porte le nom d'harcèlement psychologique et climat de travail. On va, comme vous l'a présenté, Marika, s'intéresser particulièrement au climat de travail. Donc, évidemment, notre focus va être sur ce thème-là. Donc, comme organisation, évidemment, on est souvent appelé à s'intéresser à différents sujets et aujourd'hui, je vous propose de regarder cet angle-là. Donc, créer, maintenir un climat de travail, donc s'assurer qu'on met en place les conditions gagnantes pour éviter la détérioration du climat de travail et surtout éviter que le harcèlement psychologique s'invite dans vos organisations. Donc, je vais vous présenter les principaux thèmes de notre rencontre. On va parler aujourd'hui de l'importance du climat de travail. Donc, on va aborder essentiellement les raisons de s'y intéresser, les avantages et les bénéfices qu'on en retire.
On va regarder aussi le cadre juridique dans l'angle des obligations, parce qu'on a des obligations au titre d'employeur qui réfèrent directement à la thématique du climat de travail. Et enfin, je vais vous présenter une démarche, donc les clés du succès, le modèle dynamique, qui est une démarche de climat de travail qui a été développée et expérimentée à travers mes différentes expériences de travail. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en climat de travail, donc j'ai eu amplement l'occasion de tester différentes choses et aujourd'hui, je vous présente le fruit un peu de ces différents éléments-là. Donc, une démarche qui a prouvé son efficacité. On va aussi être réaliste par rapport à nos attentes parce qu'on a un temps aussi limité aujourd'hui. Donc, je vais faire avec vous un survol des différents aspects de la démarche. Survol qui, j'en suis sûre, va être capable de vous amener à nourrir votre réflexion et à amorcer aussi vos propres démarches dans vos organisations. Donc, on va commencer tout de suite avec notre premier élément. Pourquoi s'intéresser au climat de travail? Donc, qu'est-ce qu'on entend premièrement par climat de travail? On va positionner tout de suite une définition commune qui va nous permettre justement de voir à travers quoi on se situe. Moi, j'aime bien, j'ai toujours retenu la définition de l'Office de la langue française. Je vous dirais, elle est simple, elle dit ce qu'elle a à dire. Donc, selon l'Office de la langue française, le climat de travail, c'est l'impression qu'il produit chez le travailleur, l'influence qu'il exerce chez eux. Donc, vous comprendrez qu'on est dans l'ordre de la perception qui est une co-construction. Cette perception-là est le résultat d'une co-construction employeur-employé dont la caractéristique première est d'être en constante évolution. Donc, le climat de travail, c'est un concept, je vous dirais, qui est fort et fragile à la fois. Fort parce qu'il va vous permettre de vous dépasser, de vous propulser plus loin, et fragile parce que s'il est négligé, il peut rapidement se détériorer. Je vous dirais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez éviter la catastrophe, donc éviter la détérioration, et que si jamais il y a détérioration dans vos organisations, bien, il est toujours possible de rétablir le climat de travail. Donc, ce n'est pas une cause perdue. Le deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention est la deuxième question, pourquoi est-ce important? Donc, on a plein de choses qui attirent notre attention à titre d'employeur. Le climat de travail prend, je vous dirais, dans le contexte actuel, une importance, une grande importance. On est, vous le savez, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je ne vous cacherai pas qu'un bon climat de travail va vous permettre d'attirer et de maintenir vos talents au sein de vos organisations. Vous devez aussi être conscient qu'un bon climat de travail fait partie intégrante. Donc, c'est considéré comme faisant partie intégrante des conditions de travail. Donc, d'autant plus important d'avoir un œil vigilant là-dessus. Le dernier point qui est au niveau des bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices? Pourquoi on s'intéresserait au climat de travail? Bien, premièrement, ça va vous permettre d'augmenter la performance de vos équipes. Donc, d'avoir des équipes qui vont être performantes et dans les trois sphères reliées à la performance, on parle de savoir, de savoir-faire et aussi de savoir-être. Ça va nous assurer aussi d'avoir une organisation où les employés sont en santé, donc une baisse des taux d'absentéisme et une réduction de la durée des congés maladie, donc inévitablement une économie de coûts substantielle. Ça va aussi nous permettre de susciter un meilleur engagement chez nos employés. Ça va réduire les plaintes et les griefs. Et ultimement, un élément à ne pas négliger et qui est sûrement au cœur des choses que vous cherchez à atteindre, ça va encourager l'innovation et la créativité. Donc, vous voyez, on a quand même de multiples avantages à mettre ça à l'avant-plan de nos organisations. On a vu tout à l'heure que le climat de travail
et repose sur la perception des employés. Bon, ceci étant dit, cette perception-là, elle prend racine et elle repose sur des éléments sur lesquels on a la capacité d'intervenir. C'est pour ça que je vous amène à regarder les fondements du climat de travail. Donc, le climat de travail, la perception de nos employés va reposer principalement sur les deux fondements que je vous présente. C'est ça qui va venir directement influencer la perception de vos employés quant au climat de travail de votre organisation. Ces fondements-là sont de deux types. Le premier, qui est au niveau organisationnel. Donc, lorsqu'on parle de l'organisationnel, on va faire référence aux conditions que l'organisation doit mettre en place pour favoriser le climat de travail. Qu'est-ce qui va meubler ces conditions-là? On va faire référence à quoi? On va faire référence à la volonté organisationnelle, au leadership et à la communication. La deuxième assise qui va venir avoir une influence marquée au niveau de la perception de vos employés, donc qui va dicter un peu le climat de travail, c'est l'aspect relationnel. L'aspect relationnel, vous devez savoir que le climat de travail, c'est teinté des relations qu'entretiennent les individus qui le composent. Donc, on va faire référence, lorsqu'on parle de l'aspect relationnel, aux actions que l'organisation doit mettre en place pour favoriser de saines relations entre les employés et ainsi favoriser un climat de travail qui est positif. Je vous présente ça tout de suite parce que ces deux assises-là vont être à la base du modèle que je vais vous présenter dans notre troisième thème de notre présentation. Je trouvais important de vous les préciser tout de suite, justement parce qu'on va y revenir plus tard et je vais vous les développer à travers une démarche de climat de travail, ce qu'on appelle le modèle dynamique. Et pour le moment, gardez en tête que ça va être vraiment sur ces deux assises-là que va s'articuler notre modèle. Maintenant, on va passer au volet cadre juridique, mais dans un volet obligation. Donc, évidemment, quand on parle d'harcèlement psychologique, quand on parle de climat de travail, il y a une panoplie de lois, de réglementations qui encadrent ça. Comme aujourd'hui, on s'intéresse au climat de travail, on va regarder ce cadre juridique-là du point de vue des obligations de l'employeur face à la thématique du climat de travail. Donc, en plus d'avoir des bénéfices et des avantages à vous intéresser au climat de travail et à investir de l'énergie dans ce sujet-là, mais parallèlement à ça, évidemment, comme employeur, on fait face aussi à des encadrements et des obligations. Donc, il y a différents éléments qui vont nous ramener à ces obligations-là. On va les voir rapidement et je vais vous préciser pour chacune dans quel angle le climat de travail vient s'inscrire. Donc, vous avez tout d'abord le Code civil qui nous dit à l'article 2087 que l'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Je vous ai mis en gras les deux concepts importants qui font référence au climat de travail. Donc, on est dans le concept de protection de la dignité du salarié. Donc, comme on est dans un concept de protection, ça nous amène à un élément qui va s'inscrire directement dans le climat de travail. Donc, on n'est pas dans la correction d'une conduite inappropriée lorsqu'on va souvent parler d'harcèlement psychologique, mais on est de l'ordre de la protection. Donc, l'obligation de l'employeur de fournir un cadre de travail, donc un climat de travail qui va être considéré comme sain au sens de la loi. Vous avez aussi la loi sur la santé et la sécurité au travail qui nous dit à l'article 9 que le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l'intégrité physique. Ici, on va parler de conditions de travail qui respectent la santé, ce que je vous ai mis en gras.
Donc, vous devez le voir dans la perspective du climat de travail où on va faire référence à la santé psychologique du travailleur. Et on réfère aux conditions de travail. Donc, on va référer au climat de travail. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, lorsqu'on s'est parlé des raisons de s'intéresser au climat de travail. Donc, le climat de travail fait partie intégrante des conditions de travail. Donc, lorsqu'on parle de conditions de travail, bien évidemment, on va parler automatiquement de climat de travail et dans une perspective, du point de vue de la loi sur la santé et la sécurité, dans une perspective de santé psychologique. On va maintenant parler de la loi sur les normes du travail. Lorsque j'ai préparé la présentation, bon, vous savez, il y a toute une série d'articles au niveau de la loi sur les normes qui font référence au harcèlement psychologique. Dans l'angle du climat de travail, je vous ai retenu l'obligation de l'employeur contenue à l'article 81.19 parce qu'il s'inscrit directement dans notre sujet. Bon, je vous ai donné un extrait de l'article 81.19. Évidemment, l'article est un peu plus long, là, vous pourrez le consulter sur le site de la CNESST. Essentiellement, ce que ça nous dit de plus, avant qu'on s'intéresse à ce que je vous ai mis à l'écran, ce que ça dit de plus, c'est ça introduit aussi une obligation pour les employeurs d'avoir une politique interne qui va toucher le sujet. Et on parle aussi des dispositions qui font référence au harcèlement sexuel. Donc, ceci étant dit, je vous ramène à la première partie de l'article 81.19 qui dit que l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance pour la faire cesser. J'attire votre attention sur 3 éléments. Le premier, moyen raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire, les moyens raisonnables au sens de la loi sur les normes? Quelle est l'intention du législateur par rapport à ça? C'est qu'évidemment, c'est une obligation de moyens et non de résultats. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que les moyens qui sont retenus, lorsqu'on parle de moyens raisonnables, les moyens qui sont retenus doivent être susceptibles de produire le résultat escompté. Et ça, c'est très important parce que bien qu'on ne soit pas dans l'obligation de résultat, je vous dirais qu'on n'en est pas très loin compte tenu de l'aspect susceptible de produire les résultats escomptés. Et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Bien, susceptible de prévenir le harcèlement psychologique. Donc, on est dans la sphère du climat de travail, dans la création et le maintien de climat de travail sain. Et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, faire cesser, le faire cesser équivaut à l'aspect correctif de la situation, mais au rétablissement, donc l'aspect rétablir dans notre perspective, rétablir un climat de travail sain, donc un bon climat de travail. Donc, vous voyez que la loi sur les normes vise directement tout l'aspect du climat de travail. Le dernier point au niveau des obligations va être les conventions collectives. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que pour le personnel syndiqué, toutes les dispositions prévues à la loi sur les normes du travail, dont l'article 81.19, sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective. Donc, le dernier point par rapport à nos obligations, je vous disais au départ que le climat de travail, c'est une co-construction. Donc, compte tenu que c'est une co-construction, bien, il y a des obligations de la part de l'employeur, il y a aussi des obligations de la part des employés. Donc, l'obligation de la part des employés prend sa source dans le Code civil au niveau de l'article 2088. Qu'est-ce que l'article 2088 nous dit? Cet article-là nous dit que le salarié a l'obligation d'exécuter et de fournir sa prestation de travail de façon prudente et diligente, avec assiduité et loyauté. Donc, il découle de cette obligation, c'est ça qui est intéressant pour nous, de cette obligation de prudence et de diligence, un devoir d'agir avec civilité envers ses collègues de travail ainsi que l'employeur et ses représentants. Donc, quand on parle d'agir avec civilité, c'est donc, on va faire référence à la sphère de savoir-être de nos employés
qui va se traduire par des conduites et des attitudes. Donc, évidemment, c'est une co-construction, donc avec des co-obligations de part et d'autre de contribuer à un climat de travail sain et de travailler ensemble dans ce sens-là. Ceci étant dit, maintenant qu'on a positionné qu'est-ce qu'était notre référent de climat de travail, on a parlé des bénéfices, des avantages, on a parlé aussi du cadre juridique d'un point de vue des obligations. Je n'irai pas plus loin là-dedans parce que je veux rapidement qu'on s'intéresse au modèle parce que c'est vraiment, pour moi, l'élément central de la présentation. Donc, vous donner le plus possible d'informations pertinentes qui vont vous permettre, comme je vous disais tantôt, de nourrir votre démarche et de voir comment on peut articuler dans nos organisations une démarche de climat de travail qui va nous permettre d'atteindre le résultat qu'on souhaite. Donc, on parle des clés du succès, le modèle dynamique. Donc, sans plus tarder, je vous présente le modèle. Je vais vous le présenter en entier tout d'abord et par la suite, on va le décomposer. Donc, le modèle dynamique, pourquoi on parle d'un modèle dynamique? On va parler d'un modèle dynamique parce que c'est un modèle qui est à l'image du climat de travail, donc en mouvement. On s'est dit au départ, le climat de travail a cette particularité-là d'être en mouvement. Donc, si on veut un modèle qui réponde bien et qui nous permette d'atteindre nos objectifs de climat de travail, notre modèle-là aussi doit être en mouvement, d'où le dynamisme qu'on va lui instaurer. Les clés du succès reposent sur deux éléments. Et là, vous allez voir, on reprend les fondements du climat de travail qu'on a vu tout à l'heure qui nourrissent les perceptions des employés. Donc, sachant que les perceptions des employés sont nourries par la sphère organisationnelle et relationnelle, bien, on appuie notre modèle sur ces deux éléments-là, justement pour venir influencer la perception. On va regarder notre modèle avec deux clés. Donc, la première qui est en haut de notre diapositive, donc les conditions organisationnelles, les flèches. Verte, on va parler de volonté organisationnelle, communication et leadership. Ça va constituer l'assise de votre modèle. C'est le fondement, un peu comme votre maison, c'est la fondation. Ils se doivent d'être bien établis, bien positionnés pour ensuite pouvoir construire le deuxième élément, donc activer notre deuxième clé de modèle, c'est-à-dire les actions relationnelles. Les actions relationnelles, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre? Vous voyez, sont de trois ordres, on va en reparler tout à l'heure, vont nous permettre d'opérationnaliser notre modèle. Donc, c'est ce qui va nous permettre de poser les actions pour être capable justement de venir influencer sur les relations. Donc, ceci étant dit, on va regarder ensemble, on va décomposer le modèle et on va faire un survol de qu'est-ce qui compose chacune de nos clés. Donc, tout d'abord, les conditions organisationnelles. Dans notre modèle, on est à la phase de la création d'un climat de travail. Donc, la phase créée, c'est ça qui va venir vous permettre de bien positionner le climat de travail. Donc, quand on est à la phase créée, il y a un mot d'ordre qui est important qu'il ne faut pas oublier, c'est la cohérence. Donc, il faut être cohérent à chacune des étapes de notre modèle. Donc, le premier élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est la volonté organisationnelle. Donc, la volonté organisationnelle, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, la volonté organisationnelle va se traduire à travers trois thèmes. Le premier, la vision, ensuite les valeurs, ensuite les attentes. Au niveau de la vision, lorsqu'on est dans une démarche de climat de travail, évidemment, il va falloir, comme organisation, établir notre vision. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? De quoi il est question? C'est quoi qu'on souhaite lorsqu'on parle de climat de travail? Ce n'est pas différent d'établir une vision pour votre entreprise, une vision stratégique. Je vous dirais que les mêmes éléments vont entrer en ligne de compte
mais adapté au climat de travail. On n'ira pas plus loin là-dedans. Je pense que vous êtes tout à fait en mesure de développer. Par contre, il y a 4 éléments que je vais vous parler au niveau de la vision pour susciter votre réflexion. Il y a 4 questions, je vous dirais, assez fondamentales avant de prendre une décision par rapport à ça qu'il faut se poser comme organisation. La première, elle se libelle de la façon suivante. Donc, quelle importance le climat de travail a pour nous? Il va falloir répondre à cette question-là pour voir ensuite jusqu'où on va se propulser là-dedans. Ensuite, donc là, je reviens juste un petit peu en arrière, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, quelle est l'importance que le climat de travail a pour nous? Donc, on fait référence à la portion intrinsèque de la réflexion sur notre vision. Ensuite, quelle est l'expérience employée qu'on souhaite offrir? Donc, quelle est la vision qu'on souhaite que nos employés ont par rapport à nous en termes de climat de travail? Donc, quelle est cette expérience-là? Comment aussi on veut être perçu à titre d'employeur? Donc, en sortant de notre organisation, quelle est la perception qu'on veut, que l'on souhaite que les gens aient de nous, nos partenaires, nos futurs employés, comment on voudrait être perçu? Donc, on a les 3 niveaux de réflexion sur lesquels on doit se positionner. Et une sous-question fondamentale à ça, c'est quels sont les efforts que nous sommes prêts à déployer? Parce qu'évidemment, avant de se lancer dans ce type de démarche-là, dont les bénéfices sont très grands, bien évidemment, ça va demander quand même un certain nombre d'efforts. Donc, il faut être capable aussi de soutenir cet effort-là. Donc, je vous invite fortement à vous questionner par rapport à ça. Le deuxième pan, ce sont les valeurs. Donc, votre vision est établie. Elle va s'articuler ensuite, elle va reposer sur des valeurs qui seront porteurs dans votre organisation. Donc, d'emblée, on va tout de suite penser à la valeur du respect. Donc, c'est sûr que la valeur du respect est un incontournable lorsqu'on fait une démarche de climat de travail, mais il y en a différentes aussi. Donc, à vous de déterminer quelles sont les valeurs qui pourraient être porteurs de votre vision. Petit élément là-dessus, sur lequel je vous fais une petite mise en garde, soyez aussi raisonnable en termes de nombre de valeurs. Je vous dirais que 3 valeurs, c'est habituellement un bon nombre pour bien accompagner une démarche de climat de travail. Le dernier point de la volonté organisationnelle, on va parler des attentes. Donc, des attentes, qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, votre vision et vos valeurs doivent se concrétiser en attentes. Et celles-ci vont se traduire, lorsqu'on va parler de climat de travail, essentiellement en conduite et en attitude. Donc, ce sont les conduites et les attitudes qui vont teinter la qualité de la relation et donc vont influencer votre climat de travail. Donc, vous devez concrétiser votre vision et vos valeurs en termes d'attente et penser ces attentes-là en termes de conduite et d'attitude. Le deuxième élément qui fait partie des conditions organisationnelles, on va parler de la communication. Donc, la communication, c'est le nerf de la guerre. Donc, évidemment, une fois que vous avez positionné votre volonté organisationnelle, il va falloir la transmettre. Il va falloir la transmettre avec les 3 règles que je vous présente. Donc, la communication va devoir être accessible. Donc, transmission claire et adaptée de vos messages. Et aussi dans l'accessibilité, s'assurer que la communication elle est fluide et bidirectionnelle. Donc, vous allez transmettre les messages, mais vous devez aussi prévoir des canaux de communication qui vont vous permettre aussi de recevoir l'impact de vos messages, donc l'impact de votre communication. Donc, s'assurer de la bidirectionnalité, c'est un élément important. Votre communication aussi, elle doit être régulière. Donc, la communication doit être régulière pour garder le message vivant. Donc, ça, c'est une des particularités du climat de travail. Lorsque vous êtes dans ce type de démarche-là, vous devez vous assurer que votre communication demeure vivante. Donc, il faut en parler souvent. Il faut se baser sur le concept de la répétitivité des messages.
Et constructive, le dernier point, constructive, donc prôner des messages positifs et mobilisateurs. Ça aussi, ça va vous aider dans la sphère de la communication. Le dernier point qui va toucher les conditions organisationnelles, on va être dans le leadership. Donc, le leadership, on va parler essentiellement, puis là, vous comprendrez que je ne vous décris pas tous les éléments, on va au plus marquant. Donc, on va parler d'appropriation de la démarche, de la part de vos leaders, de la part de vos gestionnaires. Qu'est-ce que ça va demander ça? Bien évidemment, ça va demander une adhésion de leur part qui peut nécessiter, dans certains cas, un repositionnement de la gestion des outils. Donc, on doit se repositionner pour s'approprier pleinement la démarche. Il y a 2 éléments d'appropriation sur lesquels je vais attirer votre attention. Il y a d'autres facteurs, mais les 2 principaux à retenir, c'est l'exemplarité, le premier, et la justice, le deuxième. L'exemplarité, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? Bien, vos leaders, vos gestionnaires doivent être porteurs de la volonté et des valeurs lorsqu'on parle de la sphère organisationnelle. Donc, ils doivent être le porteur de la volonté organisationnelle, donc être le porteur de la vision, être le porteur des valeurs et leur conduite doit refléter les attitudes attendues. Un gestionnaire, ben, c'est toujours celui qui va déterminer de par sa conduite ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas dans une organisation. Donc, d'où l'importance du concept d'exemplarité. S'élever à titre de gestionnaire à ce niveau-là. Le deuxième élément, la justice. Bon, la justice, moi, j'ai choisi de vous parler de 2 types de justice qui ont un impact, qui ont le plus grand impact lorsqu'on parle de climat de travail. Donc, on va parler de justice distributive. De la justice distributive en termes de climat de travail, on fait référence à recevoir un traitement juste en fonction de sa contribution. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valorisation des contributions positives au climat de travail chez vos employés. Donc, ça, c'est le premier élément au niveau de la justice qui va faire partie de l'appropriation et de la transformation du leadership. Le deuxième élément va être la justice procédurale. Donc, on va faire référence dans cette sphère-là à réfréner les conduites négatives. Donc, ça veut dire qu'on va regarder les actions prises au moment opportun, une prise de décision qui va s'appuyer sur des considérants justes et qui sont adaptés à la situation. Donc, ces 2 types de justice-là vont vraiment venir influencer le climat de travail et font partie de l'appropriation des leaders lorsqu'on parle de ce type de démarche. Donc là, maintenant, vous avez essentiellement, bon, je suis sûre que je vous rappelle que c'est un survol, mais essentiellement, les conditions organisationnelles, ce sont les incontournables pour créer votre climat de travail. On va passer maintenant à la deuxième étape de notre modèle. Donc, on va parler de notre deuxième clé, les actions relationnelles. Et là, on tombe dans la sphère maintenir et rétablir le climat de travail. Donc, on va opérationnaliser le tout. On a 3 types d'actions. On va faire le même principe que précédemment. On va les définir une à la suite de l'autre. Donc, la première action, qui est l'action dans l'action 1, la sphère prévention, qui va avoir un impact sur le maintien du climat de travail. Donc, qu'est-ce qu'on parle en termes de prévention? Bien évidemment, ça va être les moyens qui sont mis en place pour prévenir la détérioration du climat de travail et ainsi favoriser de saines relations. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la sphère prévention? Bien, vous avez différents choix d'outils que vous pouvez décider de mettre en place dans chacune de vos organisations. Moi, il y en a 3 qui, pour moi, sont des incontournables, dont une qui fait référence à une obligation. Donc, je vous dirais qu'on ne passera pas à travers tout ce qui peut meubler ça, mais je vais quand même vous amener ce qui devrait, de mon point de vue, s'y retrouver. Premier élément,
Bien évidemment, une politique. Une politique, maintenant, depuis 2018, avec la refonte de la loi sur les normes, bien, chaque entreprise se doit d'adopter une politique. Et il est bien établi sur le site de la CNESST quelles sont les attentes et comment ça devrait se mettre en place dans vos organisations. Évidemment, une politique, quand on adopte une politique, bien, elle doit être connue et facilement accessible. Ça fait partie des principes de base. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est principalement pour un petit élément que j'ai vu beaucoup à travers ma pratique et sur lequel je vais vous dire je vous invite à être vigilant, c'est que quand on rédige une politique, on a souvent tendance à vouloir être très, très précis. Donc, dans la façon dont elle va s'articuler, dans les mécanismes, on a souvent aussi tendance à hiérarchiser les mécanismes qu'on va utiliser, comment on va traiter les situations et tout ça. Le conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est gardez-vous une petite gêne d'être trop précis dans la hiérarchisation des mécanismes et dans l'utilisation des mécanismes, parce que souvent, ça va vous coincer. Et ce que vous voulez, surtout lorsque vous vous intéressez au climat de travail et lorsque vous adressez les situations, c'est d'avoir suffisamment d'agilité pour être capable d'utiliser les bons moyens adaptés à la bonne situation. D'où l'idée du dynamisme. Fait qu'assurez-vous que vos politiques vous permettent de garder ce dynamisme-là dans l'accompagnement, dans la résolution des situations qui pourraient arriver dans vos organisations. Je ne vais pas plus loin au niveau des politiques parce que je pense que vous pouvez avoir un très, très bel accompagnement sur le site de la CNESST. Les deux autres éléments qui sont des incontournables, bien évidemment, le deuxième, puis là, vous allez, je suis sûre que vous l'anticipez déjà, c'est toute la sphère de la formation et de l'accompagnement. Donc, la formation et l'accompagnement au niveau préventif, ce sont souvent des incontournables et différentes activités peuvent prendre place dans ce type d'outils. Ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que ça doit être des activités qui sont adaptées à votre clientèle et surtout, elles doivent être concrètes et apporter des outils. Des outils pratiques. Pourquoi? Bien, plus vous allez être dans la pratique au niveau de vos employés, de vos gestionnaire, plus ils vont s'approprier eux-mêmes la gestion du climat de travail. Votre levier le plus puissant lorsqu'on est dans l'aspect préventif, c'est la régularisation du groupe par les pairs. Donc, plus vous éduquez vos employés à prendre en main leur climat de travail et que vous leur fournissez des outils qui vont être facilement utilisables, bien, plus vous allez les mobiliser à devenir des acteurs positifs au climat de travail et qui vont eux-mêmes pouvoir vous aider à atteindre votre objectif. Je vous dirais que c'est l'angle le plus intéressant à développer et c'est celui-là qui va vous amener encore plus loin dans vos démarches. Le dernier élément de la prévention, puis je vais peut-être vous surprendre avec ça, mais vous allez comprendre la pertinence d'investir et de le positionner dans la prévention, c'est la gestion. La gestion est un acte primordial au niveau de la prévention, je vous dirais. Et lorsqu'on parle de gestion, on va parler d'une gestion proactive et adaptée. Et quand on est dans la sphère de la gestion, dans le volet prévention, on va parler de la gestion des événements de type incident. Les événements de type incident, c'est souvent les petites choses qui vont arriver dans notre milieu de travail sur lequel on va se dire « ça dérange, mais est-ce que je vais vraiment intervenir? Ce n'est pas si grave que ça. » Je vous dirais que vous devez mobiliser votre gestion à intervenir sur les événements de type incident parce que ce sont ces événements-là qui vont malheureusement contribuer à la détérioration du climat de travail s'ils ne sont pas pris de façon proactive et qu'on n'intervient pas au bon moment. Au niveau de la gestion aussi, un élément à ne pas oublier, c'est le renforcement positif. On a parlé tantôt dans le leadership, bien évidemment, ça doit se traduire aussi dans les actes de gestion. Donc, en résumé, votre portée préventive de gestion, c'est vraiment de valoriser les conduites adéquates et de réfréner les
les incidents négatifs en appliquant, n'oubliez pas, les principes de justice qu'on a vus précédemment. Donc, votre gestion préventive doit aussi être teintée de ces éléments. Notre deuxième action, donc dans nos actions relationnelles, je vous amène à l'action 2 qui touche l'intervention. Bon, malgré toute votre bonne volonté, là, il arrive parfois que la situation se détériore, donc on n'est pas à l'abri. Même si on diminue de façon importante le risque en ayant des conditions organisationnelles, comme on a vu tantôt, qui sont bien établies, et en développant adéquatement notre sphère préventive, si on est face à une détérioration du climat de travail, il faut aussi, dans votre démarche, la prévoir. Donc, dans la sphère intervention, il faut déjà d'emblée anticiper les moments où ça n'ira pas bien pour être sûr qu'on est prêt à y faire face. Donc, on va être dans l'aspect plus curatif du modèle. Dans l'aspect curatif, évidemment, encore là, il y a différents moyens, outils qu'on peut utiliser. Avant d'aller dans les exemples d'outils, puis vous allez voir, on va y venir rapidement, je veux attirer votre attention sur 2 conditions de base qui doivent dicter le choix des moyens que vous allez mettre en place dans la sphère intervention. Les 2 conditions de base sont les suivantes. C'est que les moyens doivent être crédibles, donc évidemment être perçus comme étant crédibles de la part de vos employés et impartiaux, donc les employés aussi à perception qu'ils peuvent s'actualiser sans pression de tiers qui pourraient venir en dicter le déroulement. Donc, ça, c'est les 2 éléments de base. Pourquoi ils sont si importants? Bien, ils sont importants parce qu'ils vont vous permettre rapidement de passer à la sphère rétablissement. C'est ça qu'on souhaite, hein, passer rapidement à la sphère rétablissement et éviter de rester pris dans la sphère intervention. On souhaite aussi éviter la judiciarisation, donc les plaintes et les griefs. On s'est dit qu'une démarche de climat de travail nous permet justement de diminuer ça. Donc, on veut éviter la judiciarisation, ce qui va aussi retarder considérablement le rétablissement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la sphère intervention? Bien évidemment, hein, ce sont les moyens classiques. Donc, tout ce qui va toucher la sphère de l'enquête, donc tout type d'enquête en termes de climat de travail qui va vous permettre de bien faire la lumière sur la situation et d'apporter les correctifs. Et aussi, de façon très importante, vous devriez avoir ces outils-là dans votre boîte à outils, tous les mécanismes de résolution de problèmes. Donc, on parle de conciliation, de facilitation, de médiation, il y en a une série. Donc, à vous de choisir celui ou ceux qui seront le plus pertinents pour votre organisation pour être prêt si jamais vous passez en phase intervention. La 3e action, qui est la phase rétablissement, donc on est dans rétablir le climat de travail. Donc, ce que je vous ai dit, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, évidemment, si jamais il se détériore, il est possible de le rétablir. La phase rétablissement du climat de travail, donc des saines relations, c'est une étape cruciale et je vous dirais malheureusement souvent négligée. On a souvent tendance à arrêter à la phase intervention et à négliger le rétablissement. Et elle est essentielle, cette phase-là, pour éviter, de un, une prochaine crise et pour rétablir la confiance des employés, donc pour vous ramener à un climat de travail sain. La phase rétablissement, elle se traduit de la façon suivante. Je vous amène ici. Donc, elle va impliquer qu'on va regarder notre modèle à la lumière de l'expérience qu'on a vécue. Et chacune des étapes de la phase de rétablissement est importante si on veut être en mesure de revenir à un climat de travail sain. On ne reviendra pas au climat de travail original, mais on va revenir à un bon climat de travail, donc qui va, et c'est pour ça que je vous ai encerclé la volonté organisationnelle au tout départ, qui va se ramener à notre vision. Donc, la volonté organisationnelle à notre vision, à nos valeurs et à nos attentes.
c'est là qu'on veut se retrouver. Donc, comment on va faire ça? La phase rétablissement, elle se fait en différentes étapes. La première étape, je vous l'ai identifiée tout de suite, c'est de se ramener à notre volonté organisationnelle. Donc, il faut remettre de l'avant cette volonté-là. Donc, remettre l'emphase sur la vision, les valeurs et les attentes. Donc là, on se doit de remettre ça de l'avant. Comment on va remettre ça de l'avant? Bien, évidemment, on va revoir nos stratégies de communication et on va adapter nos messages pour justement se ramener à ce qu'on souhaitait au départ. On va devoir aussi faire un petit détour par le leadership. Donc, on a vécu une expérience, donc on se doit de consolider notre leadership. Lorsqu'on est en phase rétablissement, on va consolider notre leadership à travers l'exemplarité et la justice. Une fois que nos conditions sont remises de l'avant, on va passer au deuxième niveau de notre révision, de notre modèle de rétablissement, si vous voulez. On va regarder la sphère prévention. Donc, on va se demander, on va évaluer nos actions à travers ce qui a été vécu, on va se demander, est-ce que les moyens qui ont été mis en place au niveau de la prévention sont toujours adéquats suite à l'expérience vécue et ont-ils eu la portée souhaitée lorsqu'on a établi notre modèle? Ensuite de ça, on va regarder la sphère intervention. Donc, est-ce que nos interventions ont-elles été crédibles et impartiales? Vous vous rappelez en nos deux conditions essentielles. Et une autre question essentielle à se poser lorsqu'on est dans la phase rétablissement, c'est est-ce que nos interventions, donc les moyens qui ont été choisis là, ont-ils été réalisés par les bonnes personnes? Ce qui a permis justement d'asseoir la crédibilité et l'impartialité. Donc, une fois qu'on a refait ces éléments-là, bien évidemment, la phase rétablissement, vous le voyez, elle va impliquer qu'on repasse à travers les différentes étapes de notre modèle. Donc, évidemment, la remise de l'avant de nos conditions organisationnelles et le réalignement de nos actions relationnelles, le tout à travers le vécu qui a été, qui s'est passé dans vos organisations. Ce que ça va nous permettre, bien évidemment, ça va nous permettre de rétablir le climat de travail et de le ramener à la vision énoncée à la volonté organisationnelle. Vous comprenez que ça va amener un dynamisme dans votre modèle, d'où l'aspect dynamique que je vous parlais au départ. Ça va vous permettre, cet aspect dynamique-là, de demeurer pertinent et d'influencer positivement la perception des employés face au climat de travail parce que vous allez revenir travailler sur les deux éléments fondamentaux qui vont nourrir la perception et de cette façon-là, bien évidemment, rétablir la confiance des employés et les mobiliser les remobiliser par rapport à la démarche. Donc, voilà, on a fait le tour du modèle. Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. Je suis consciente qu'on fait un survol rapide, mais je vous dirais que déjà là, avec ça, vous avez suffisamment d'éléments, j'en suis convaincue, pour nourrir votre réflexion. Merci beaucoup, Madame Roussel. Vraiment, là, la présentation était super intéressante. On a d'ailleurs des commentaires qui vont dans ce sens-là. L'expertise, les conseils, le modèle dynamique présenté, rattaché au climat de travail, vraiment super pertinent. J'espère que ça va encourager justement nos participants à créer, maintenir puis rétablir leur climat de travail pour que ce soit sain, respectueux auprès de leurs équipes respectives. Justement, parlant de satisfaction, j'en profite pour rappeler à nos participants qu'il y a un lien de sondage de satisfaction qui va être envoyé à la fin de l'activité à l'ensemble des participants. Donc, on vous invite évidemment à y répondre pour nous permettre d'évaluer l'activité et de vous proposer d'autres activités aussi intéressantes que celle-ci dans les prochaines semaines.
On a quand même quelques questions là, qui commencent à rentrer, donc on va y aller directement avec les questions. On avait une première question de Madame Annick Saint-Pierre qui nous demandait est-ce qu'on aurait des suggestions de lecture peut-être plus approfondies sur le sujet qu'on pourrait recommander? Très certainement, ce que je vais faire, il y en a différentes. Je vais envoyer à Marika des suggestions de lecture comme ça va me permettre de faire le tour de la question. Puis c'est parce que j'aurais peur vite comme ça d'en oublier. Donc, je prends ça comme devoir et je vais vous envoyer ce que moi je considère qui est le plus pertinent au niveau des lectures qui peuvent guider vos démarches. Super. Donc, dans le fond, là, comme j'avais expliqué aux participants au début d'activité, pour ceux qui se sont peut-être joints par la suite, il y a un courriel là, qui va être envoyé à l'ensemble des participants, des personnes inscrites, avec le lien de rediffusion de l'activité. Donc, on pourra y partager là, ces suggestions de livres-là dans le message courriel. Par la suite, toujours en lien avec le modèle. On a aussi Madame Noémie André qui aurait aimé aussi avoir des suggestions de lecture en lien avec le modèle dynamique, donc peut-être d'inclure ce volet-là à la lecture suggérée. Sinon, toujours beaucoup de commentaires comme quoi c'était très intéressant. Je serais curieuse de savoir, est-ce que concrètement, comment est-ce qu'on peut mesurer le climat de travail à l'interne? Est-ce qu'il existe des outils aussi pour nous aider à l'implanter qui sont accessibles à tous en termes là, de ressources? Bien, tout à fait. Il y a différents types d'outils, je vous dirais. Puis il y a différents indicateurs qui vont vous permettre de mesurer le climat de travail. Vous avez tous les indicateurs RH, donc d'emblée, là, vous avez souvent ce à quoi on va faire référence, là, les absences maladie, les plaintes et les griefs, ça va vous permettre de mesurer. N'oubliez pas non plus aussi, lorsque les employés arrivent ou partent, hein, tout ce qui va être activité d'intégration, entrevue d'intégration, entrevue de départ. Donc, vos outils RH vont vous permettre d'avoir des bons indicateurs. Vous avez aussi, puis ça, vous allez pouvoir trouver ça facilement sur Internet, vous avez des sondages aussi que vous pouvez faire passer à vos employés. Souvent, ça va vous permettre de mesurer ces éléments-là. Les sondages dans l'angle de la mobilisation sont souvent très intéressants parce que je vous dirais que la mobilisation est étroitement liée au climat de travail. Donc, je pense que ça, vous allez trouver ça facilement. Souvent, les gens vont sonder les employés à différents moments. Autre élément aussi, là, puis je vous dirais à ne pas négliger, là, les discussions d'équipe, les discussions avec les gestionnaires, des activités aussi dans ce domaine-là. Des fois, on a tendance à penser que c'est bien, bien compliqué, là, mais je vous dirais que ça, c'est excessivement porteur. Allez prendre le pouls de vos équipes, ça va vous donner aussi instantanément une idée de ce qui se passe dans vos organisations. Super. On aurait une autre question de Isabelle Marcotte qui nous demande comment faire pour communiquer la subtilité du concept de respect à des employés qui ont justement de la difficulté avec la langue ou qui ne sont pas familiers justement avec la culture de bienveillance. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qu'on pourrait lui proposer? Évidemment, ça, c'est toute la complexité de la chose. Je vous dirais que d'abord et avant tout, c'est parce que le concept de respect, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est qu'on a des définitions différentes selon la culture, selon le milieu, selon l'expérience aussi de vie. Donc, quand on veut vraiment communiquer le respect dans nos organisations, ça serait quoi notre valeur? Ça serait quoi le concept de respect? Je vous dirais que d'abord et avant tout, il faut s'assurer de bien connaître notre milieu et s'assurer qu'on le définisse nous-mêmes de façon concrète et cohérente. Et ça peut vous demander aussi de consulter aussi vos employés pour qu'on en arrive à une définition commune. Puis, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu à quelques reprises dans différents milieux de travail où j'ai des employés à un moment donné qui me disaient, on parlait de respect, puis on parlait d'une conduite respectueuse. Et moi, j'ai un employé qui me disait à un moment donné, écoute, Tania, moi, je suis très, très respectueux. Je dis aux gens ce que j'ai à dire. Je suis une personne honnête, donc pour moi, ça inclut que je suis respectueux. Bon, écoutez, il disait à peu près n'importe quoi aux gens, là. Mais pour cette personne-là, elle avait une définition très différente du respect que de ses collègues. Donc,
si vous avez un élément à préciser, effectivement, il va falloir être le plus précis possible. Et le respect, une des clés là, pour le définir, c'est que mettez-le de façon le plus concrète possible. Des conduites et des attitudes respectueuses, qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Comment ça se traduit? Plus vous allez être concret pour vos employés, plus ils vont être capables de comprendre c'est quoi les attentes de l'employeur. Merci. Ça apporte quelques petites précisions. Parfait. J'irai peut-être avec une dernière question. Est-ce qu'il y aurait en fait un moyen de définir quand est-ce qu'on devrait penser à procéder à une analyse de notre climat de travail? Est-ce qu'il y a un moment clé qui peut nous aider à se dire, on devrait faire ce diagnostic-là à l'interne, ou ça devrait être un processus à mettre en place là, de façon naturelle puis à ajouter dans nos pratiques organisationnelles? Moi, je vous dirais que il n'y a pas de moment clé, ça devrait toujours être le moment de prendre le pouls, d'aller voir votre climat de travail, de poser des gestes de diagnostic. Ça devrait faire partie de vos pratiques. Souvent, on a tendance à attendre pour diagnostiquer un climat de travail quand on a des problématiques. Moi, je vous dirais que si vous avez la possibilité de le faire en amont, là, vous allez vous sauver énormément de problématiques, de difficultés de travail aussi. Parce que je vous dirais que rétablir, c'est beaucoup plus de travail que de prévenir. Donc, si vous pouvez l'intégrer dans vos pratiques, moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Mettez-le en amont, puis ça va beaucoup, beaucoup. Vous allez avoir les bénéfices. Les bénéfices vont être beaucoup plus grands que l'investissement que vous allez mettre en place. Ça fait un beau mot de conclusion, je trouve. Ça va être difficile de faire mieux. Donc, sur ce, je n'avais pas nécessairement d'autres questions que je voyais apparaître au niveau de la section Q&A ou même au niveau là, du chat. Je regardais aussi juste pour être certaine. Donc, je vous remercie encore une fois de vous être prêté au jeu, de nous avoir fait part de vos conseils, de vos pratiques, de ce modèle dynamique-là à implanter là, au sein des organisations. Je pense que ça a permis d'explorer justement les avantages du climat de travail, de le suivre de près au sein des organisations. Et donc, pour conclure, évidemment, là, j'invite nos participants à nous suivre pour pouvoir participer aux prochaines activités webinaires qui pourraient y avoir lieu. Pour le moment, il n'y en a pas de prévu au calendrier, mais toute l'information est toujours disponible via Pratique RH, que ce soit sur la plateforme ou nos réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, là, on va vous rendre disponible l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, ce sera partagé d'ici les 24-48 prochaines heures par courriel et ajouté là, à nos ressources sur la boîte à outils de la plateforme Pratique RH. Donc, sur ce, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une belle fin de journée.